Donc, Ariane et moi, on vient tout juste de sortir d'un épisode avec Marie-Pierre Caron-Morin, qui est en fait titulaire d'un MBA de l'Université Laval. Elle est également directrice associée chez Hunter Finance, puis spécialiste en avantages sociaux. Puis la santé physique, psychologique et financière, en fait, ça fait partie de son approche. Exactement. Donc, on a discuté d'avantages sociaux, de rémunération globale. On a parlé également de santé mentale, donc qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'employeur versus de la CNESST, par exemple. On a discuté de tout ce qui touche, en fait, ces sujets-là qui sont super importants. Donc, on a appris beaucoup et on espère que vous allez apprendre aussi. Donc, sur ce, bonne écoute! On parlait avec l'invalidité, ça m'intéresse. Oui. Est-ce que j'en ai parlé? Ouais. Ça paraît pas. Mais c'est pas l'intérêt. On commence à avoir des discussions avec des assureurs. T'sais, moi, je suis comme, OK, vous en allez où avec ça? Avez-vous des choses que vous voulez mettre en place? Puis il y a un assureur qui nous a parlé de quelque chose que je trouve complètement génial. Mm-hmm. Il pense à implanter, puis je pense que ça s'en vient prochainement, quelqu'un qui commence à s'essouffler. Tu sais, on parle de retour progressif, donc de revenir tranquillement au travail, mais là, on parle de plus en plus à un genre de départ progressif, mais on veut pas de départ, là. Ouais. Mais de commencer à, disons, alléger l'horaire à 4 jours, 3 jours par semaine pour permettre à l'employé de souffler puis d'éviter de se rendre à une invalidité. C'est intéressant. Puis je pense que des fois, ça, on a juste besoin de respirer un peu puis de créer un peu d'espace mental pour comme trouver des solutions puis de pas se rendre à cette invalidité-là. Donc, je trouve ça vraiment génial que les assureurs commencent à se dire, OK, comment on peut penser différemment la santé mentale de la santé physique. Allô, Marie-Pierre. Bon matin, Allô, les filles. bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Vous autres aussi? Oui, ça va très bien. On est très contents de te recevoir sur le podcast. Merci d'avoir fait 2 heures de route. Un très beau 2 heures de route avec le soleil sur le bord de l'eau. Là, ça a été magnifique. Oui, c'est pas une belle journée, fait que ça donne super bien. Une belle journée pour parler de Raymond. Parlons, Raymond. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Oui. Ben, OK. Avant d'embarquer quand même dans le sujet un petit peu plus lourd, ben en même temps lourd mais intéressant. C'est ça, léger. Oui, absolument. Ouais. Oui, absolument. Exact. Est-ce que tu voudrais nous parler de toi? On aimerait ça savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce que tu fais aujourd'hui, puis c'est ça, ton parcours un peu plus professionnel, en fait. Parfait. Donc, en fait, j'ai complété un baccalauréat en relations industrielles déjà en 2008. J'ai commencé en 2005, donc ça va faire 20 ans que je me lançais du côté des ressources humaines. Et tout de suite après le baccalauréat en relations industrielles, j'ai poursuivi mon cheminement avec le MBA en gestion des entreprises. Donc déjà, j'avais un intérêt RH, mais j'avais un intérêt plus global sur d'autres, business, puis les autres départements de l'entreprise. Tu sais, j'aime les ressources humaines, mais j'aime le rouage global d'une entreprise, comment les départements travaillent entre eux. Donc, en allant chercher ce MBA-là, ben, ça me permettait de voir et de comprendre les organisations d'une façon plus globale. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait des ressources humaines. J'ai beaucoup travaillé en PME, très longtemps dans une entreprise en ingénierie. Donc, j'ai travaillé avec des ingénieurs très longtemps à bâtir une entreprise autour de technologies pour déployer du cellulaire dans les pays en voie de développement. Donc, cette mission-là me parlait vraiment beaucoup. Donc, j'ai travaillé là très longtemps. Puis, j'ai eu une opportunité d'être contrôleur financier dans cette organisation-là, qui, de fil en aiguille, est entrée en bourse durant le moment où j'étais contrôleur financier. Donc, j'ai fait un apprentissage à vitesse grand V de mes concepts comptables. Puis, je pense que c'est là qu'est né mon intérêt équivalent du côté humain et du côté financier. Puis après ça, je suis retournée faire 100% du RH, puis ça me manquait cette portion financière-là des organisations. Et j'ai eu une opportunité avec mon conjoint qui était déjà en affaires depuis plusieurs années dans les services financiers, les avantages sociaux. Il accompagnait les gens en affaires, les entrepreneurs pour tous leurs besoins financiers. Et moi, je suis arrivée à un moment où il y avait besoin d'embaucher quelqu'un et je me suis lancée.
j'ai été faire mes cours pour être courtier du côté des avantages sociaux. Et là, ça fait tout près de 3 ans que ce changement-là a eu lieu. Puis je suis vraiment contente de ce changement-là. On dirait que j'ai enfin très bien marié tes intérêts. Mes intérêts humains puis mes intérêts financiers, parce qu'on va en parler plus tard, mais rémunération, avantages sociaux, il y a vraiment un gros volet finances, comptabilité, budget. Faut vraiment le voir dans une optique de coûts très importants dans une entreprise. La partie salariale d'une organisation, c'est quand même, dans plusieurs cas, la dépense majeure. Là. Ouais. Donc, de comprendre tout ce volet-là, puis d'être impliqué, puis d'accompagner les entreprises dans cet aspect-là, c'est un mariage parfait pour moi. Ouais. Pour bien mettre la table, est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi tu fais concrètement comme travail, avec qui tu travailles? Ouais. Tout à fait. Donc, concrètement, les avantages sociaux, puis je vais parler juste d'assurance collective. Okay. On doit absolument avoir quelqu'un qui nous accompagne avec ses permis en avantages sociaux. Pour avoir un régime d'assurance collective en entreprise. Donc, il n'y a pas d'entreprises qui peuvent faire affaire directement avec un assureur. Il doit y avoir une personne, un intermédiaire, un courtier entre les deux pour accompagner le client, faire une première ligne de service à la clientèle aussi quand il y a des situations, bien orienter les clients, participer au processus de renouvellement aussi des assurances collectives. Donc, moi, j'accompagne des entreprises. Je travaille au quotidien avec des personnes aux ressources humaines, des directeurs finances. Donc, vraiment avec les deux volets. RH et finances, encore une fois. Ce doux mélange. Ouais, c'est ça. Donc, c'est avec ces gens-là que je collabore au quotidien. Fait que dans le fond, si je comprends bien aussi, parce que moi, c'est vraiment pas mon domaine, là. Je suis vraiment pas dans les finances. Je suis vraiment plus dans le côté humain. Mais c'est ça, je me suis comme pris une petite note. Dans le fond, il y a non, c'est ça, j'ai mal fait mon petit diagramme, là. Tu as l'assureur, la personne intermédiaire, finalement, un peu comme toi. Oui, exact. Et l'organisation. Exact. OK, parfait. OK, c'est bon. Puis nous, on est le représentant. Donc, on représente l'entreprise auprès de l'assureur. OK, c'est ça. OK, parfait. On est comme un courtier immobilier. Ouais, c'est ça. On prend comme ça, là, qui coordonne la vente, l'achat d'une maison. On met ça en quelque chose de plus concret, là. Ça ressemble à ça, le courtage en assurance collective. Puis des assurances collectives, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons qu'on part de loin. On part, Comment on pourrait partir en assurance collective? Ce qu'on vient faire, c'est de façon collective. Donc, tous ensemble, on décide de assurer notre risque. OK? Donc, on parle d'une assurance vie. Donc, pour chacun des employés, en cas de décès, d'avoir un montant pour la famille, pour la succession, pour soit les dernières dépenses lors d'un décès. On parle d'invalidité aussi. L'invalidité, du jour au lendemain, je suis plus capable d'exercer mon travail. Si j'ai pas d'assurance collective ou si j'ai pas d'assurance salaire, je vais avoir 26 semaines d'assurance emploi, le chômage. Puis après les 26 semaines, qu'est-ce qui m'attend? Potentiellement l'assistance sociale, puis ça change vraiment beaucoup un budget familial, d'être plus en mesure de générer des revenus. Donc, collectivement, on se paye cette assurance salaire-là qui, de façon individuelle, si moi je décide d'en prendre une toute seule, c'est beaucoup plus dispendieux. Puis aussi, on va me poser des questions de santé. Puis si j'ai des problèmes de santé, on peut me refuser. Mais en assurance collective, comme on prend ce risque-là tous ensemble, il n'y a aucune question de santé qui est posée, puis tout le monde est assuré de façon uniforme. Égal, dans le fond. Équitable. Équitable, égal, exactement. Puis après, il y a la portion médicaments dentaires. Donc, on remplace un peu la RAMQ. Le régime d'assurance collective doit être au moins aussi généreux que la RAMQ pour les médicaments. Puis on va ajouter des paramédicaux, massothérapeutes, physio, psychologues, tous les spécialistes de la santé qui peuvent prévenir ou nous soutenir tout le long de notre carrière pour maintenir une bonne santé, puis avoir les soins dentaires aussi, donc pour nous, pour notre famille. Il y a de l'assurance maladie grave, il y a de l'assurance courte et longue durée. Là, à partir de là, il y a des programmes d'aide aux employés. Il y a plein de perks qui peuvent s'ajouter à un régime d'assurance collective. Parce que ça peut être modulable ou ça peut être justement
personnalisé en fonction de l'entreprise. En fonction du budget de l'entreprise, en fonction de la culture d'entreprise aussi, on va décider de mettre tel élément, tel ou non, en fonction de c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qu'on veut dire à nos employés qui est important pour nous. Ouais. Puis en fonction de ça, on va bâtir un régime qui est sur mesure pour notre équipe, puis on va le communiquer aussi à l'équipe pour dire voici ce qu'on a mis en place, puis pourquoi on a mis ça en place. OK. Fait que là, dans le fond, tu travailles beaucoup avec les RH. Oui. Dans le fond, dans les entreprises, c'est-tu eux qui s'occupent le plus majoritairement de cet aspect-là? RH ou finance? C'est une très bonne question. Ou comptabilité, c'est ça? C'est probablement le dossier qui est le plus à cheval entre les RH et les finances. C'est ça, hein? Souvent, à la table, avec nous, il va y avoir une personne RH et une personne finance. Des fois, c'est juste un dossier finance. OK. Puis des fois, c'est juste un dossier RH, puis on parle pratiquement pas à la personne des finances. Ça dépend. Pourquoi? Y a-t-il des raisons? C'est une bonne question. Des fois, on arrive en entreprise, puis la personne aux ressources humaines a déjà de l'expérience en avantages sociaux, donc elle prend plus ce dossier-là. Si elle est moins à l'aise, il est possible que la personne des finances prenne le lead, mais comme la rémunération globale, qui est quand même un aspect financier et RH, les avantages sociaux, c'est vraiment entre deux chaises. Rémun globale, c'est-tu, on parle-tu de salaire, mettons, juste salaire, ou c'est d'autres choses? Rémunération globale. On enchaîne les questions. Désolée pour les gens qui ont vraiment qui savent c'est quoi, là, mais... Oui, puis qui ont des questions aussi plus précises, mais... On va y aller aux questions précises. On commence tranquillement. C'est ça, on met la table. Oui, nous autres, on est très humains, hein? On est moins finance. Rémunération globale, c'est le concept le plus large. Okay. Donc, les avantages sociaux, c'est une portion de la rémunération globale. Dans la rémunération globale, il y a une portion individuelle qui est mon salaire. Je peux avoir accès à une bonification personnelle ou d'équipe. Après ça, je peux... mes vacances font partie de ma rémunération globale. Mes congés sociaux font partie de la rémunération globale. Mon employeur qui me rembourse le gym fait partie de la rémunération globale. Donc, la rémunération globale, c'est tout ce qui constitue les avantages pécuniers, non pécuniers, donc financiers directement ou indirectement financiers, qui créent des avantages pour les employés. Mm-hmm. Ouais, OK, c'est bon, excuse-moi. OK. J'avais une question qui vient de popper dans le fond, mais je sais pas si tu avais une question avant que tu voulais aborder. J'ai une question. On parlait aussi d'assurance collective. Est-ce que toutes les entreprises ont l'obligation d'offrir des assurances collectives à leurs employés? Ce n'est pas une obligation d'avoir un régime d'assurance collective. OK. Je pense qu'au Canada, puis je veux pas dire des mauvais chiffres, là, mais ce que je me souviens, il y a 55% des Canadiens qui sont couverts par un régime d'assurance collective, un régime privé. Donc, après ça, il y a 45% des Canadiens qui soit ne sont pas couverts du tout par un régime d'assurance collective, mais on peut être à son compte, entrepreneur, puis avoir des produits individuels qui viennent couvrir nos besoins d'assurance. Là. Donc, 55%, si je me trompe pas, des Canadiens sont couverts. Mais il n'y a aucune obligation. L'obligation de tous les Canadiens, de tous les Québécois, on va dire, c'est de souscrire à la RAMQ, donc le régime d'assurance médicaments du Québec. Donc ça, on est obligé de le payer sur une base annuelle pour couvrir nos médicaments. Puis après ça, s'il y a un régime d'assurance collective, on vient remplacer la RAMQ. On enlève notre souscription à la RAMQ, puis on remplace ça par un régime d'assurance collective. OK. Ouais. Il y a une obligation du côté du régime d'épargne collective. Ça, c'est quoi? OK. Donc, pour se bâtir une retraite... Le REER, tu penses? Le REER. OK. On va parler en REER. Donc, maintenant, quand une entreprise a plus de 10 employés, elle a l'obligation de mettre en place un programme qui permet aux employés d'épargner. Et ça veut dire que l'employeur est obligé de cotiser dans ce régime-là. Il doit juste mettre en place un système, un programme directement sur la paye qui permet de prélever des sommes directement sur la paye pour que les employés puissent bâtir leur épargne en vue d'une retraite. OK. Ça, c'est obligatoire. 10 employés plus. OK, parfait. Mais l'assurance collective n'est pas obligatoire. Non. OK, je comprends. T'avais-tu une question? Ouais, moi, c'était le plus au niveau du soutien. Fait que peut-être que... en fait, je me demandais s'il y avait d'autres obligations en termes
d'assurance ou de finances, peu importe, là, je sais pas, en lien avec les entreprises, que les organisations doivent mettre en place ou offrir nécessairement à leurs employés? Y a-t-il comme un accompagnement quelconque? Sinon, exemple, avec un conseiller financier, si les assurances collectives ne sont pas offertes, y a-t-il comme quand même quelque chose? Il n'y a pas d'autres obligations. OK. Après, les employeurs sont de plus en plus soucieux de ces aspects-là. Il y a de plus en plus d'employeurs qui, justement, mettent à la disposition des employés justement des conseillers, des planificateurs financiers, des conseillers en sécurité financière pour accompagner leurs employés, que ce soit budget personnel, budget familial, de vraiment avoir des connaissances de base en finance pour pas arriver à 60 ans puis faire comme « Ah oui, c'est vrai! » c'est ça. Ça serait le temps que je mette des sous de côté pour ma retraite. Donc, c'est de plus en plus populaire d'offrir des ateliers de formation pour que nos employés soient bien outillés face à leur objectif de retraite, mais aussi plein d'autres objectifs qu'on a en cours de route, s'acheter une maison, avoir des enfants, c'est tout plein d'événements de vie qui se produisent dans notre vie, qui ont leur lot de préoccupations, de nouveautés et tout ça. Puis le mieux on accompagne les employés dans ces transitions-là, ben, le mieux on s'assure que ils sont là, disponibles au travail. Si je suis préoccupée par mes finances personnelles, il est possible que ma prestation de travail soit un peu impactée par cette préoccupation-là que j'ai à la maison. Puis dans le fond, comment mieux soutenir en fait les professionnels en ressources humaines qui travaillent avec les employés dans, mettons, la rémunération globale ou les assurances? Est-ce que toi, tu peux venir former en fait les RH? Oui, on peut accompagner dans nos services chez Hunter Finance, c'est sûr qu'on accompagne beaucoup les personnes en ressources humaines pour répondre à toutes leurs questions. On fait aussi des formations sur mesure en entreprise. Donc, si la personne aux ressources humaines nous dit « on vit telle situation, on a beaucoup de nos employés qui ont telle préoccupation », ben on bâtit une formation, on arrive sur place, on répond aux questions. Puis souvent, c'est vraiment apprécié par l'équipe qui sent... des fois, c'est... comment je fais mon budget personnel, puis des fois, ça va jusqu'à j'investis où, comment ça fonctionne, les actions, les obligations. Donc, ça peut aller de très notions de base jusqu'à des notions beaucoup plus avancées là, pour se préparer. Ça couvre tout, pas mal. Exactement. Mais on est vraiment axé communication, formation, vulgarisation, rendre ça le plus simple possible. C'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, de rendre ça intéressant et simple. Mais moi, je trouve ça super intéressant à date, puis j'aime ça avoir ces discussions-là parce que, tu vois, puis je pense que c'est d'où l'importance de parler de ces sujets-là aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un qui va pas nécessairement aller m'intéresser ou aller lire là-dessus par moi-même. J'ai besoin qu'on me l'explique, qu'on réponde à mes questions de manière instantanée, qu'on me vulgarise, qu'on me fasse des dessins. C'est vraiment comme ça que moi, j'ai l'impression que j'apprends plus. Fait que c'est pour ça que je suis contente qu'on en parle parce que déjà là, je trouve ça super intéressant. Puis moi, ça me démêle beaucoup. Fait que je me dis peut-être que ça va en démêler quelques-uns. Ce qu'on observe en entreprise souvent, c'est que les gens vont s'occuper beaucoup du coût de l'assurance collective sur leur paye, mais pas beaucoup de ce qu'ils ont entre les mains. T'sais. Ils sont pas tellement au courant de quoi est constitué leur régime, c'est quoi les avantages qu'ils ont dans leur régime. Puis souvent, quand on comprend bien ce qu'on a entre les mains, on comprend la valeur de ce qu'on a avec notre employeur. Puis ça vient nous sécuriser aussi. Tu sais, des fois, tu dis, ben, j'aime pas ça, penser à ça ou tu sais, lire là-dessus. Oui, mais si je t'explique ce que t'as puis tu fais comme, hey, tu sais quoi? Ça me fait du bien de savoir que j'ai tout ça puis s'il m'arrivait quelque chose, encore, je vais sortir une statistique, j'espère que je suis proche de mes stats. 12% des travailleurs vont, à un moment ou à un autre de leur carrière, vivre une invalidité. C'est quand même gros, je trouve. 12%. On s'occupe pas nécessairement de cet aspect-là. Je sais pas si on se sent comme invincible. On est comme, ça arrive aux autres. Moi, mais on sait pas ce que la vie nous réserve. Puis des aléas de la vie, on peut tous en vivre. Puis de savoir qu'il y a un filet de sécurité qui est là en cas de problème, ben c'est un gros plus. Puis pourquoi, dans le fond, on va moins porter attention à l'invalidité? C'est vrai ce que tu dis. Souvent, quand on va parler d'avantages sociaux, les gens vont beaucoup parler ben moi j'ai $500 en massothérapie, j'ai le dentaire. Tu sais, c'est super important. Puis
je veux dire, c'est une gestion préventive de notre santé. Mais pour moi, le volet le plus important d'un régime d'assurance collective, c'est assurément l'assurance salaire de longue durée. Parce que les gens, quand on est en invalidité, on peut être invalide pour le restant de nos jours. Là. On peut être au début d'une carrière, il nous arrive quelque chose, puis on est invalide jusqu'à nos 65 ans, puis à nos 65 ans, on est transféré à la Régie des rentes du Québec. Pourquoi ça nous intéresse moins? Je pense que c'est juste moins glamour comme discussion. Tu sais, c'est comme, j'aime mieux parler que je vais chez le massothérapeute que parler de, il est possible qu'il m'arrive quelque chose puis que j'ai besoin de l'assurance salaire pour une longue période de temps. Mais c'est plus concret, c'est peut-être plus tangible aussi de dire justement... Je l'utilise. C'est ça. Mon massothérapeute, je l'utilise. Le dentiste, j'y vais une fois ou 9 mois. Tu sais, il y a un concept d'utilisation. Je vais dire, oui, je paye, mais j'utilise en retour. Sauf que en habitation, en assurance habitation, je vais payer toute ma vie de l'assurance habitation, mais je me dis pas, au moins j'en profite. Tu sais, j'ai eu un dégât d'eau, puis là, au moins j'en ai profité de mon assurance. C'est ça. L'assurance est là en cas de grands problèmes. Là, c'est ça. Elle vient pallier finalement les imprévus ou comme justement donner du soutien en cas de situation quelconque. Fait que c'est pour ça, en tout cas, peut-être aussi des fois les gens sont comme moins intéressés ou on est comme plus frileux à vouloir aussi cotiser ou je sais pas, parce qu'on se dit il y a quand même le risque que j'utilise pas. Jamais ça. Puis on se le souhaite tous d'avoir jamais à utiliser une assurance salaire de courte ou de longue durée. Là. C'est pas ça l'objectif. Mais en même temps, c'est ça, on appelle ça des avantages sociaux. Fait que je pense que dans le côté avantage, on veut comme avoir des avantages. On veut être capable de l'utiliser puis d'en bénéficier aussi. C'est peut-être pour ça que ça fait beaucoup de sens, je trouve. Là. C'est ça, c'est très tangible. C'est ça, tu sais, mettons que tu vas acheter un auto, ben l'assurance... mettons, quand tu te fais protéger des deux côtés ou whatever, tu sais, je veux dire, tu utilises son auto, fait que les gens vont plus payer puis ils vont l'avoir direct. Mais là, une invalidité, tu payes, mais tu l'utilises comme pas. Exactement. Même chose pour une assurance vie, là, je veux dire. T'espères jamais en avoir c'est besoin. C'est ça, fait que tu payes, mais comme, au final, c'est c'est important parce que comme tu dis, tu peux avoir à l'utiliser pendant comme très longtemps. Fait que, tu sais, je comprends le fait que c'est super important à considérer. Ils disent que, tu sais, il y a beaucoup de statistiques, on s'entend, là, sur justement les invalidités. Si une personne est invalide pendant au moins 1 an, de ces personnes-là invalides pendant au moins 1 an, il y en a 1 sur 5 qui va revenir au travail. 20% des gens qui vont revenir au travail. Puis après 2 ans d'invalidité, il y a 1 personne sur 10 qui va revenir au travail dans sa carrière. Fait que si tu tombes invalide, il n'y a pas beaucoup de chances que tu retournes au travail, non? Ben, en fait, si l'invalidité est de courte durée, je me suis cassé une jambe, 4 semaines de récupération, blablabla. Mais s'il m'arrive quelque chose de grave, puis que je suis invalide pendant 2 ans, les chances sont de plus en plus minces que je reprenne le travail. Que ce soit pour des questions de santé mentale ou ça peut être quelque chose qui est arrivé physiquement dans ma vie personnelle qui fait en sorte que je peux être en mesure d'exercer mon travail. Là. Puis, en lien avec la santé mentale, justement, y a-tu... Tu sais, il y a des... Mettons, assurance invalidité, assurance... je sais pas si... accident, par exemple, de travail ou peu importe, mais tu sais, c'est ça, la santé mentale a quand même... une grande proportion. Ouais, autant dans les situations que les gens peuvent vivre, que ce soit une situation physique, mettons quelqu'un qui vit le décès d'un collègue au travail ou par exemple justement invalidité, je me suis blessée physiquement, exemple au bras, mais ça a un impact sur ma santé mentale. Est-ce qu'il y a des assurances qui couvrent un peu ces on va dire, entre guillemets, ces dommages-là psychologiques un peu? Y a-t-il comme quelque chose qui est fait aussi en lien avec ça? Ben, d'une part, on va commencer par se dire que de toutes les personnes qui sont invalides, 44% des personnes qui sont invalides sont invalides pour des causes liées à la santé mentale. Ah ouais? Genre burn-out, anxiété, dépression, troubles d'adaptation, troubles du stress, donc tout ce qui est en lien avec la santé mentale. On a 44% des invalidités qui sont liées à ces raisons-là. Donc, il nous reste la balance 56% qui est des maladies professionnelles ou des accidents du travail ou des accidents hors travail. Là, je vais vous parler d'un autre concept d'assurance. On est prête. Même ça, on est concept. Donc, il y a 2 volets à l'assurance pour un employé.
quand je suis au travail, c'est la CENSST qui me couvre. Ah oui. Ça, c'est au travail. Ça, c'est au travail. Ouais. S'il se passe quelque chose dans le cadre de mon travail qui me rend invalide, c'est la CENSST qui va m'indemniser. Fait que, exemple, je suis au travail puis je me blesse au travail. C'est la CNSST. Exactement. OK. Donc, c'est la CNESST qui va indemniser la durée de l'absence. Il y a des frais aussi associés à ta récupération. C'est la CENSST qui va assurer, indemniser. L'assurance collective, l'assurance salaire de ton assurance collective sert à couvrir tous les moments où tu n'es pas au travail. Donc, tous les soirs de la semaine, durant le week-end, c'est là que l'assurance groupe, l'assurance salaire collective s'installe. Là où la ligne grise s'installe, on en parlait, Eve et moi, en pré-entrevue, si je me casse la jambe au travail, c'est assez clair que ça s'est produit au travail. Sauf que là, quand on parle maintenant de santé mentale, est-ce que je suis invalide parce que je suis en épuisement professionnel puis c'est mon travail qui m'a rendu invalide? Ou est-ce que j'ai vécu des situations à la maison, une séparation, un deuil, quoi que ce soit, qui fait en sorte que je suis maintenant invalide? Ou est-ce que, dans le fond, c'est un peu un mélange des deux, des fois, où j'ai un travail qui m'absorbe beaucoup, qui me stresse beaucoup, qui fait en sorte que j'ai moins de patience avec mon conjoint, on vit une séparation. C'est ça. Je veux dire, c'est la première fois, je pense, que la ligne est aussi grise entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, je vais être très curieuse de voir comment les choses vont évoluer dans les années à venir, parce qu'actuellement, c'est beaucoup l'assurance collective qui indemnise les gens pour une invalidité. Même avec tout ce qu'on entend avec les formations et la prévention des risques psychosociaux, je sais qu'il y a des formations aussi qui sont données par la CNESST aussi sur la prévention des risques psychosociaux. Exactement. Mais c'est quand même en ce moment les assurances comme collectives de groupe qui gèrent davantage ça. Exact. OK. Avec la loi 42, puisque tu parles d'identification des risques psychosociaux, on voit que la CNSST s'intéresse de plus en plus à cet aspect-là, va dire voici c'est quoi les risques psychosociaux, voici c'est quoi les facteurs de risques psychosociaux qui sont la charge de travail, la justice organisationnelle, tout ça qui est beaucoup dans le gris, mais actuellement la CNSST va beaucoup couvrir dans le cas d'harcèlement psychologique au travail. Ou une personne qui serait victime de violence ou d'un acte à caractère sexuel. Donc, actuellement, c'est ça le volet indemnisation. Mais on dirait qu'avec toutes les formations qui sont données, tout l'intérêt qui est ciblé vers les risques psychosociaux, on dirait qu'il va peut-être, à mon sens, se passer quelque chose au niveau de l'indemnisation pour dire est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la vie personnelle? Est-ce que c'est un mélange des deux? Puis si oui, comment on va démêler tout ça? Parce qu'il va falloir que vous parlez, mettons, avec la CNSST, il va falloir que vous parlez les compagnies d'assurance, là, j'ai l'impression collective. Ça se sait si, mettons, il y a un switch, ça fait en sorte que eux, ils paieraient l'indemnité. Parce que c'est comme flou. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse segmentation entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans les indemnités, mais ça reste que... Les deux, c'est relié. C'est ça. Fait qui s'en occupe? Au final, si on dit que qu'est-ce qui se passe au travail, ça vient impacter à la maison, puis inversement, ben là, dans les deux cas, vous pourriez vous en occuper, dans le fond, des indemnités. Exactement. Puis je veux dire, il y a personne, probablement, à ce jour, qui a cette réponse-là. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on est peut-être au balbutiement de ces changements-là. Surtout que la santé mentale prend tellement de place, d'espace aussi, tu sais, dans les milieux de travail, on s'y intéresse tellement de plus en plus. Assurément, d'après moi, il va y avoir des changements, des ajustements, puis des réalignements là, de ce côté-là. Puis justement, tu penses qu'à un certain point, on pourrait pas considérer la santé physique et la santé mentale comme étant un tout plus que la santé mentale physique au travail versus santé mentale physique à la maison, parce que, tu sais, on offre quand même quelque chose aux employés qui peuvent utiliser quand ils ne sont pas au travail, et on leur offre aussi quelque chose au travail, mais c'est deux entités différentes. Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, on pourrait pas juste dire, voici ce que je t'offre, tu l'utilises si t'es au travail, si t'es à la maison, tu sais, t'en fais ce que tu veux, mais voici ce que, tu sais, le package que t'as accès, finalement, tu sais. J'avais écouté l'épisode que vous aviez fait avec Chantal Dufort. Oui.
Puis, j'avais entendu, puis ça m'avait parlé beaucoup, cet aspect-là. Elle a dit que la santé mentale, c'était une responsabilité qui était partagée entre les employés et les employeurs. Absolument. Puis je suis vraiment d'accord avec elle, en ce sens où, oui, l'employeur peut offrir un certain nombre d'outils, accéder à de l'information, soutenir, mais il y a une responsabilité quand même individuelle dans la santé mentale où je dois m'en occuper, je dois utiliser les outils qui sont disponibles, tu sais, je dois faire les bons choix pour en prendre soin de cette santé-là. En prenant soin de ma santé physique, en prenant soin de ma santé financière, puis en prenant soin de ma santé psychologique. Oui, absolument. C'est vrai. Puis est-ce que c'est comme cet accompagnement-là, est-ce que pour toi, c'est ça qui va venir définir une culture RH bienveillante? Comme? 100%. C'est ce que je pense fondamentalement. Je pense que les employeurs qui vont accompagner, puis je dis accompagner, dans ce sens où pas avoir la responsabilité, c'est une responsabilité qui est partagée, mais au moins d'ouvrir le dialogue, d'avoir cette discussion-là sur l'importance de ces 3 piliers de la santé qui ont un impact au quotidien, puis qui ont un impact sur la vie de l'employé, de toute sa carrière. On veut pas que personne soit invalide, on veut pas qu'il arrive quelque chose en cours de route. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place des outils oui, il existe des PAE, il existe des outils comme ça, mais ça va au-delà de ça. Il faut vraiment ouvrir la discussion, être formé, comprendre les outils qui sont accessibles. Les assureurs ne veulent pas qu'on soit invalide, là. Donc, ils mettent à la disposition des employés une tonne d'outils, mais souvent, on les connaît pas, on les utilise pas, puis c'est de façon préventive qu'on doit les utiliser et non pas quand on a l'eau par-dessus la tête, là. Donc, c'est ça. Exact. Puis, mettons, je veux revenir un peu en arrière quand on parlait aussi, justement, tu sais, que tous les employés un peu se mettent, on va dire, en guillemets, d'accord pour dire qu'on cotise, on a un régime d'assurance collective puis tout ça. C'est comment qu'on détermine un peu le coût qui est mis dans ces assurances collectives-là, en fin de compte? Y a-t-il comme une... C'est trop technique, peut-être? Je sais non, pas. Non, okay. Mais je me dis peut-être qu'il y a des gens dans les, justement, qui sont dans les RH, des généralistes RH qui écoutent ça, qui sont peut-être moins familiers, mais comme, je sais pas. Puis ils magasinent peut-être en ce moment leur assurance, aussi, peu importe. Il y a différentes façons de mettre en place des régimes d'assurance collective. Il y a dans certaines entreprises où ça se prête bien de faire un sondage aux employés pour leur parler, de garanties, les différentes garanties qui existent, puis les impacts que ça a sur les coûts pour que les employés puissent faire des choix qui fassent du sens pour eux collectivement. Bon, on fait un sondage, on voit comment ça se passe. Sinon, ce qu'on va faire, c'est de mettre en place un régime dans une entreprise où il n'y en a pas. On va mettre un régime plus de base, donc avec les garanties vraiment plus standards de base. Puis en fonction des discussions qu'il y a avec les employés et tout ça, on voit s'il y a intérêt à bonifier, à modifier. On s'ajuste. Là, on peut modifier un régime en tout temps. Des fois, on est dans une entreprise, tout le monde est dans la vingtaine, personne n'a d'enfants, donc nos besoins sont X. Puis là, tout le monde progresse dans sa vie, dans sa carrière, puis nos besoins changent. Donc, c'est important de continuer à être à l'écoute, puis de s'assurer que nos avantages sociaux suivent notre équipe, l'évolution de l'entreprise. Exactement. Est-ce qu'il y a des musts à avoir dans ces assurances collectives ou que tu pourrais voir ou comme ça dépend vraiment de ce que la personne a besoin puis ce que l'entreprise veut puis tu sais j'imagine. Je vais arrêter de dire que ça prend de l'assurance salaire de longue durée là. C'est vraiment le gros must. Mais sinon on voit vraiment des tendances justement en santé mentale d'avoir disons des maximums différents pour tous les soins liés les soins psychologiques. Donc on pourrait avoir un régime disons que le maximum pour le massothérapeute, physio et tout ça est à 300, 400 $, 500 $, mais pour les soins psychologiques, on va monter la barre à 1000 ou à 2000 $. Parce que, je veux dire, avec 300 $, là, je vais faire quoi? 2 séances? C'est ça, on s'entend-tu de façon thérapeutique? C'est pas c'est pas la meilleure. Ça fera pas de magie, là. Ça fera pas de magie d'aller 2 fois voir un psychologue pour discuter de la situation qu'on vit actuellement. Donc, c'est la tendance qu'on voit. C'est vraiment de mettre en place de façon préventive des outils. On parle de programme d'aide aux employés, PAE, mais il y a aussi maintenant des modules de gestion mieux-être, de l'accompagnement virtuel. On parle de, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi nos situations, puis ils nous orientent des fois vers un conseiller en orientation. Si j'ai des doutes,
sais, actuellement, je suis en train de faire le bon emploi, je suis à la bonne place. Tu sais, on dit, ben là, je peux pas aller demander à un conseiller en orientation puis utiliser les outils de mon employeur. Ben, tu sais, si ça prévient une invalidité, je pense que, je veux dire, tu as tout intérêt à l'utiliser puis à te remettre sur ton X le plus rapidement possible. Là, il y a personne qui a gagné de garder un employé malheureux qui se détruit à petit feu dans un emploi, là. Mais est-ce que les organisations aussi... Tu sais, parce que je le comprends bien de cette façon-là, humaine, de dire, par exemple, j'ai tout à gagner d'un employé qui va bien, qui a une bonne santé mentale et tout ça, mais en même temps, est-ce que les entreprises, t'as déjà remarqué, sont quand même plus frileux à donner des coûts pour soutenir un peu la santé mentale ou peu importe des employés, tu sais, ça reste que quand même, il y a des coûts toujours qui est associé à ça. Fait que est-ce que mettons, les coûts-bénéfices de ce genre de soutien-là, ben en fait, que les bénéfices vont dépasser les coûts, en fin de compte, tu sais. Je pense que les bénéfices dépassent largement les coûts, en ce sens où, au quotidien, les personnes aux ressources humaines travaillent de plus en plus en soutien à l'équipe qui vit de la détresse psychologique, qui vit de la fatigue, qui vit un certain nombre de situations. Il y a encore pénurie de main-d'œuvre. Donc, souvent, il y a surcharge de travail dans les équipes. Il y a eu la pandémie. Il y a eu plein de changements. On a vécu plein de bouleversements. Il y a beaucoup d'incertitudes économiques actuellement. Donc, tout ça impacte les employés. Puis, les équipes administratives, les équipes de ressources humaines sont là en ligne, en première ligne, à soutenir les gens quand ils commencent à s'essouffler. C'est eux qui vont essayer d'aider les employés avec ce qu'ils vivent, mais on n'est pas des professionnels de la santé, on peut pas, tu sais, on peut accompagner, on peut orienter vers des ressources, mais à un moment donné, il y a quelque chose qu'on peut pas franchir, là, tu sais, on peut pas... Ben, tu sais, si t'es pas, tu sais, un professionnel en ressources humaines, même si est orienté vers l'humain puis s'assure de son bien-être, ne peut pas quand même jouer le rôle, par exemple, d'un psychologue. C'est pas juste pour l'employé ni pour le professionnel qui a pas la formation. Fait que c'est de se mettre une grosse responsabilité sur les épaules aussi. C'est ça. Exactement. Donc, je pense qu'à un certain moment, la demande devient tellement importante de la part des équipes de travail que ça devient vraiment un must d'offrir des outils qui sont à l'externe puis qui viennent comme donner un peu d'air à nos équipes là, qui des fois s'essoufflent. Je vais changer un petit peu la tournure. En fait, je me questionnais sur est-ce que tu peux accompagner aussi ou former les RH, peu importe, dans les employés qui vont partir à la retraite? Tu sais, j'imagine ça demande aussi beaucoup de préparation, puis... Je réfléchissais, là, nos groupes sont beaucoup... c'est beaucoup de notre âge ou des jeunes parents et tout ça, des jeunes familles. Donc, on a moins de groupes où on accompagne des gens à la retraite, mais oui, ça fait partie du type d'accompagnement qui est très populaire dans les entreprises pour bien former. C'est vraiment une formation en vue de la retraite. Puis j'avais... une cliente qui m'a nommé quelque chose puis que je trouvais tellement excellent. Elle est nouvellement maman, puis elle a dit il devrait avoir des formations de la part de l'employeur pour se préparer au fait d'être parent. Fait que, tu sais, la retraite, c'est une grosse étape de la vie. Devenir parent, c'est aussi une grosse étape de la vie. Je pense que plus on offre des outils qu'on accompagne, plus ces transitions-là se font de façon plus fluide, sans anicroche. Ouais, puis même encore là, être parent, genre, tu vois encore il y a pas de segmentation entre la vie personnelle puis la vie professionnelle. Puis souvent, quand on est nouvellement parent, ça arrive aussi à des moments de notre carrière où on a des belles opportunités professionnelles. Donc, on dirait qu'on essaie d'être un peu partout. On essaie d'être là à la maison. On essaie d'être professionnellement, tu sais, présent, puis d'accomplir des nouveaux défis professionnels, sauf que c'est un nouveau défi personnel. C'est un coup, ça, d'être un peu partout. Donc, cette période-là est quand même une zone de turbulence. Ouais, puis ça peut amener du stress aussi financier aussi. Puis on le voit dans les statistiques d'invalidité. La tranche d'âge 30 à 40 ans, c'est la tranche où il y a le plus de demandes. Et du côté des soins psychologiques et du côté des invalidités, là, c'est là qu'on voit le plus d'augmentation. Puis les causes, c'est-tu
j'imagine qu'il y a d'autres causes qu'être parent, mais c'est-tu en majorité à cause de ça ou selon ce que je tu pense connais? que c'est une période qui est quand même intense en tout point. On Les s'achète une nouvelle changements, maison. Tu sais, c'est vraiment une période de la vie où on construit beaucoup de choses pour notre vie personnelle et professionnelle. Donc, on arrive comme à un goulot d'étranglement entre 30 ans et 40 ans. Après ça se calme dans la quarantaine, la cinquantaine, mais mettons, on pourrait dire que la 30 à 40, c'est une belle zone de turbulence. OK. Fait que le début de ta carrière, puis la fin aussi, c'est la retraite. Mais on le voit beaucoup chez les jeunes aussi. Peut-être que les jeunes sont beaucoup plus portés vers la prévention, justement, versus les autres générations. C'est ça. Il y a beaucoup plus d'utilisation au niveau des soins psychologiques, beaucoup plus d'utilisation même de médicaments liés à la santé mentale. Donc, je pense qu'il y a chez les jeunes une conscience plus accrue du côté des besoins de santé psychologique. Puis aussi, peut-être, t'avais-tu une question? Non, vas-y. Ben, c'est ça, je me demandais, du côté des jeunes, y a-t-il une tendance au fait d'épargner aussi un petit peu plus que, je sais pas, dans d'autres générations ou quoi que ce soit que tu vois? Ou... C'est comme revenu à la mode, l'épargne collective. Nos parents, mais en tout cas, mes parents, avaient des beaux régimes d'épargne collective, des beaux régimes de retraite à prestations déterminées, retraite à 55, 56 ans. Puis c'est devenu comme moins populaire après ça. La génération X, il y avait moins d'emplois. La génération boomer avait pris un certain nombre de postes, il y avait beaucoup moins de disponibilité professionnelle, donc ils se sont plus startés en affaires, un côté beaucoup plus entrepreneurial. Qui dit start-up dit pas vraiment régime d'épargne collective, régime de retraite à prestations déterminées. Donc ça a perdu en popularité, mais on voit de plus en plus les jeunes générations ont envie d'avoir un régime d'épargne collective, que leur employeurs participent à ce projet-là en vue de se préparer à la retraite de façon le plus proactive possible. Fait que oui, on voit vraiment la reprise de l'épargne collective. Fait que ça a considéré si t'as une jeune entreprise ou t'as des employés qui sont plus jeunes. Oui, je pense que les gens ont de plus en plus envie d'avoir une paix d'esprit, d'avoir l'impression qu'ils viennent travailler, puis bon, j'ai un filet de sécurité avec mes avantages sociaux. J'ai ce programme-là d'épargne collective qui me prépare à ma retraite. Donc, on dirait que, bon, tout ça, c'est stable. Ça me permet de me concentrer sur ma carrière, mes projets, ce que j'ai envie de faire pour vrai dans ma carrière. OK, j'avais 2 questions. La première, tantôt, on parlait justement de PAE, fait que de programme d'aide aux employés. Fait que ça, en fait, ça serait quelque chose qui serait complètement distinct des assurances collectives, par exemple? C'est totalement distinct en ce sens où ça peut être ajouté à même le régime d'assurance collective, mais on pourrait avoir un programme d'aide aux employés qui est complètement distinct du régime d'assurance collective. Donc, il y a des fournisseurs de programmes d'aide aux employés qui sont pas des assureurs. Là. Donc, l'offre est vraiment diversifiée. Il y a des offres qui sont beaucoup plus virtuelles, il y a des offres qui sont beaucoup plus en personne. Il y a du magasinage à faire dans les PAE pour avoir quelque chose qui répond à notre culture d'entreprise. Puis, qu'est-ce qui ferait qu'une entreprise bénéficierait d'avoir ça ou n'en voudrait tout simplement pas pour quelconque raison? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise aurait un PAE versus une qui en a pas, mettons? Il y a certaines entreprises qui n'ont pas de PAE. Je dirais, c'est peut-être parce que les gens qui sont dans l'entreprise, pas qui croient pas au PAE, mais vont pas nécessairement l'utiliser. Il y a même des gens, j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux, des gens qui disaient, ben moi, j'utilise pas un PAE. C'est comme une façon pour l'employeur de m'observer, comme si c'était quelque chose de fourni par l'employeur, mais que c'était source d'informations sur leurs difficultés personnelles et tout ça. Mais c'est totalement faux, là. Un programme d'aide aux employés, je veux dire, oui, c'est, disons, financé par l'employeur, mais je veux dire, l'employeur a aucunement accès c'est confidentiel. C'est
100% confidentiel. Jamais un employeur pourrait savoir qu'un employé XYZ Consulte, a fait appel au PAE. Mais je pense qu'il reste un certain tabou autour de ça, je pense. Ouais, c'est ça, ça me semble méconnu aussi peut-être d'une certaine façon. Tu sais, j'ai travaillé pour une entreprise en fait qui justement pour Dialogue en fait là qui offre justement ces services-là dans des entreprises. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens justement qui étaient un peu tu sais, ils étaient frileux un peu là. Ouais, c'est ça, à l'idée de comme l'utiliser ou comme fallait les rassurer de mentionner que justement, tu sais, l'employeur n'a pas accès, c'est vraiment comme un dossier médical, un dossier de santé, fait que c'est vraiment juste les professionnels qui travaillent, qui ont pour le PAE finalement, qui ont accès finalement au dossier de l'employé, mais ouais, il y a peut-être... Il y a une sensibilisation à faire, je pense, de ce côté-là pour vraiment comme mettre la table là-dessus, puis vraiment indiquer que c'est juste là pour aider, qu'il n'y a pas d'autres missions cachées à ça. Parce que je pense qu'il subsiste encore ça un peu dans certaines entreprises. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois le temps un peu qui passe. Ça fait quasiment 45 minutes déjà qu'on parle. Ça va vite. Ouais, oui, ça va vite, oui. Si on va dans des questions un petit peu plus concrètes. Oui. J'avais une question aussi de, c'est quoi ton désir d'un accompagnant qui est un petit peu plus humain en manière de rémunération et d'avantages sociaux, par exemple? Moi, la portion humaine passe beaucoup par la communication et la formation. Je pense que souvent, on offre des avantages sociaux, mais je ne sais pas si on prend toujours le temps de bien l'expliquer puis d'offrir des outils pour bien comprendre ces régimes-là. Donc, pour moi, le côté humain est vraiment à la limite pédagogique pour vraiment que les employés, en termes de rémunération globale, en termes d'avantages sociaux, comprennent 100% ce qu'ils ont entre les mains. Et que ce soit pas juste une question de transaction sur la paye, ça me coûte tant, puis là, j'utilise, puis vraiment un volet où on explique de A à Z à quoi ça sert, en quoi ça crée de la valeur, en quoi ça crée de la sécurité psychologique, d'avoir ces filets de sécurité-là, financiers et de santé physique. Puis pourquoi l'employeur décide de mettre ça en place, que l'employeur soit, à travers ces avantages-là, capable d'expliquer sa propre culture puis ses valeurs d'entreprise. Mais j'aime vraiment le terme que tu as choisi, tu sais, transactionnel un peu, là. J'ai l'impression que c'est vraiment vu comme ça, ou en tout cas, du moins, moi, sans connaissance, tu sais, de ce sujet-là et tout, on dirait, je veux dire, je m'y préoccupe pas tant que ça, dans le sens que je sais que j'ai ça à mon emploi, puis comme, je sais que ça va être un filet de sécurité pour quelconque événement, mais ça reste quand même une transaction, dans le sens que, tu sais, c'est quand même un montant qui est prélevé et tout ça, puis je veux dire, je sais ce que j'ai accès, mais en même temps, je m'en soucie pas tant que ça, ou je suis pas hyper excitée, tu sais, de me dire « Wouh, j'ai des assurances! » Mais en même temps, je comprends que c'est quand même, c'est là en cas de besoin, puis reste que je suis chanceuse quand même d'en avoir, parce que, tu sais, il y a peut-être des entrepreneurs ou des gens, justement, qui ont peut-être pas accès à ça, fait que ça reste quand même c'est ça, un bon coup, finalement, d'avoir ça, là. Fait que, je le mentionnais au début de notre rencontre, c'est quand on est jeune, souvent, par statistique, on a moins de problèmes de santé. Quoi qu'on peut avoir des problèmes de santé quand on est jeune, mais souvent, on en a moins. Puis au fil des années, ça s'installe. Et là, quand les problèmes de santé sont installés, c'est là où l'accès à ces filets de sécurité-là devient compliqué. Fait que c'est ça la chance qu'on a en collectif, que personne nous pose de questions sur notre santé, c'est que peu importe mon état actuel, j'ai accès à ce filet-là qui me serait probablement refusé si j'essayais de le faire de façon individuelle. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Mais en même temps, je comprends qu'on l'utilise pas. Fait que cette valeur-là est un peu abstraite. Ben, je pense en fait que ça pourrait être pertinent. Puis là, je parle vraiment pour moi, OK? Parce que, tu sais, je sais comment je suis, comment j'apprends et tout ça. Mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Ça peut être pertinent, en fait, de comme... soit l'écrire dans un cahier ou avoir une page qui nous est propre, en fait, de comme résumer ou d'écrire à quelque part dans nos propres mots, finalement, ce qu'on a accès, puis qu'est-ce que ça peut servir, justement, dans quel contexte que je pourrais avoir accès à ça. Puis de me dire, justement, plutôt que des fois, c'est dans des processus sur que les gens peuvent avoir accès, mais c'est quand même
faut prendre le temps d'aller chercher la page qui donne accès à l'information. Fait que des fois, de juste les avoir sous la main, puis de les reformuler dans nos propres mots, à la limite de se faire, comme je disais, un dessin ou un petit graphique, quelque chose, peut-être que ça peut comme aider à comprendre, puis à enlever un peu le tabou, le stigma qui est comme j'ai ça, mais ça m'intéresse pas tant que ça non plus d'en savoir plus, tu sais, parce que En fait, le régime d'assurance collective, là, c'est un gros document de 63 pages de l'assureur, là, donc ça intéresse personne, ni les RH, ni les gens de finance, ni les employés. Mais c'est là que, justement, en accompagnement, ce qu'on peut faire dans un cabinet qui est spécialisé en avantages sociaux, c'est de développer des outils qui sont des one-pagers, qui sont avec des qui sont visuels, qui permettent de dire, n'oublie pas, c'est ça que tu as accès. Parce que l'objectif que j'ai pour toi, c'est que t'aies le réflexe de l'utiliser puis de façon proactive, que t'aies le réflexe de tourner vers ça si tu sens que t'as un certain nombre de besoins qui commencent à s'installer, surtout en matière de santé mentale. J'ai mal aux genoux, j'ai le réflexe d'aller voir le médecin. Ben, je commence à pas dormir la nuit, ça fait 2 semaines que mon sommeil se détériore. Ben, j'attends pas d'être à bout de mes ressources puis être complètement fatiguée puis à plus voir de solution, là. Je dois être proactif dès le départ. Exactement. Fait que c'est ça mon souhait, c'est que le réflexe se développe de se dire, OK, est-ce que j'ai accès à quelque chose? Est-ce que j'ai des outils que je pourrais utiliser là pour pas continuer ma descente, là? On parlait avec l'invalidité, ça m'intéresse. Est-ce que j'en ai parlé? Ça paraît pas. Mais c'est pas l'intérêt. On commence à avoir des discussions avec des assureurs. Moi, je suis comme, OK, vous en allez où avec ça? Avez-vous des choses que vous voulez mettre en place? Puis il y a un assureur qui nous a parlé de quelque chose que je trouve complètement génial. Il pense à implanter, puis je pense que ça s'en vient prochainement, quelqu'un qui commence à s'essouffler. Tu sais, on parle de retour progressif, donc de revenir tranquillement au travail, mais là, on parle de plus en plus à un genre de départ progressif, mais on veut pas de départ, là, mais de commencer à, disons, alléger l'horaire à 4 jours, 3 jours par semaine pour permettre à l'employé de souffler puis d'éviter de se rendre à une invalidité. C'est intéressant. Puis je pense que des fois, ça, on a juste besoin de respirer un peu puis de créer un peu d'espace mental pour comme trouver des solutions puis de pas se rendre à cette invalidité-là. Donc, je trouve ça vraiment génial que les assureurs commencent à se dire, OK, comment on peut penser différemment la santé mentale de la santé physique? Parce que c'est vraiment différent. Oui, puis ça reste dans la prévention aussi. Fait que, tu sais, on a tout à gagner à prévenir plutôt que de patcher une fois que le mal est fait. Exactement. Ça coûte beaucoup plus cher après. Et personnellement, et financièrement, ça coûte plus cher quand on est rendu à la réparation versus tout ce qu'on peut faire en prévention. Mais je trouve ça le fun de voir qu'il y a comme un petit switch peut-être du côté des assureurs au niveau de comme c'est pas juste, mettons, l'argent, l'aspect financier, mais c'est aussi très, tu sais, on parle de santé mentale, puis c'est humain, puis je trouve ça beau voir ça dans les entreprises. Je pense que tout le monde s'y intéresse. Je veux dire, c'est un sujet que on vit tous au quotidien. Là, je veux dire, c'est ça. On peut pas être insensible, je pense, à la santé mentale. Là. C'est ça. C'est ça. Sinon, du côté des questions de notre auditoire, c'est quoi la différence entre chômage maladie puis indemnité courte durée? J'ai beaucoup parlé d'invalidité de longue durée. Donc, il y a 15-20 ans, il y avait beaucoup dans les régimes d'assurance collective de l'assurance salaire de courte durée. Donc ça, l'assurance salaire de courte durée, ça veut dire si j'ai une maladie qui me rend invalide, après 7 jours, je commence à recevoir une indemnité de salaire de la part de mon assureur. Et si c'est un accident, vraiment, je me casse une jambe, au jour 1, je commence à recevoir des prestations, une indemnité de salaire de courte durée. Au fil du temps, peut-être avec l'augmentation de la santé mentale et tout ça, je sais pas, il est disparu un peu plus les prestations, l'assurance salaire de courte durée. Il en reste encore dans les régimes. Là, il y a plusieurs régimes qui ont de l'assurance salaire de courte durée, mais elle est un peu, je veux pas dire en voie de disparition, mais elle est moins présente. Parce qu'elle est très dispendieuse. Puis si elle est utilisée, ça fait grimper les coûts. Même pour les employés, ça fait comme, ça commence à être cher. Donc, il peut avoir eu des coupures du côté de l'assurance salaire de courte durée. Si j'ai pas d'assurance salaire de courte durée, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais sur l'assurance emploi,
maladie. OK. OK? C'est ça qui va me couvrir jusqu'à une période maximale de 26 semaines avant que l'assurance salaire de longue durée embarque. La question est de votre auditoire. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre option que juste le chômage c'est pendant ça. cette période-là? La réponse, c'est oui. Il y a une option, soit on remet de l'assurance salaire de courte durée qui est quand même dispendieuse, mais sinon, il existe un programme de supplément au chômage. OK. Donc, on contacte l'Agence du revenu du Canada pour lui dire, nous, on va donner un supplément au chômage. Okay. On enregistre ce programme-là du côté de l'Agence du revenu du Canada et ça permet à l'employeur, un employé qui tombe en invalidité reçoit le 55% de son salaire du chômage, mais il reçoit une portion de salaire supplémentaire pour augmenter, mettons, à 75% de son revenu au lieu de 55% du chômage. Et là, ce 20%-là de rémunération coûte moins cher que de l'assurer en entier. Ça, c'est l'employeur ou l'employé qui contacte l'ARC? C'est l'employeur qui doit enregistrer ce régime-là, qui peut être soit assuré par l'assureur. Donc, ça peut être chez l'assureur, on a des prestations de courte durée qui s'additionnent au chômage, ou on peut, comme employeur, le gérer à l'interne. Donc, quand notre employé est en arrêt de courte durée, nous, on verse une portion supplémentaire en supplément du chômage. Mais ça doit être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada, tout comme quand on verse pendant des gens qui sont en congé de paternité, maternité, congé parental, on peut verser un supplément, mais ça doit être enregistré auprès du gouvernement. OK. C'est intéressant. Ouais, on apprend plein de choses. Vraiment. Puis, je sais, comme tu nommais tantôt, que le temps avance et tout, là, mais on dirait, je me dis, j'aurais eu plein d'autres questions à poser, mais on fera une partie 2. Je me disais de quoi on va parler pendant une heure. C'était comme une de mes sources de stress en moment. J'ai comme, mais on va-tu vraiment avoir quelque chose à parler plein de choses ce jour, nous, là. Finalement, c'est ça. Tu parlais, en fait, de congé parental. On a parlé, de santé mentale, tout ça. Puis j'ai l'impression que comme il y a l'assurance chômage, toutes ces choses-là, fait que, j'aurais eu plein d'autres questions un peu plus spécifiques, je pense. Mais d'où l'importance de faire une partie 2 éventuellement. Au moins, on a développé l'intérêt de s'y intéresser. Oui, c'est ça. Oui, vraiment, c'est ça. Oui. Si on a atteint cet objectif-là aujourd'hui, c'est déjà gagné. Ouais. T'avais-tu un dernier mot peut-être avant qu'on passe au jeu meilleur? Ça fait faire une heure quasiment qu'on parle. Moi, je veux juste vous remercier. Je suis très contente d'avoir la chance de jaser avec vous ce matin. C'est gentil. Vos questions sont toujours comme pertinentes, ça nous amène sur plein d'avenues. J'avais très hâte à cette discussion-là, puis elle est aussi intéressante que je m'y attendais. Oui, honnêtement, c'est gentil. Oui, merci. Est-ce que tu voulais y aller avec les jeux meilleurs? En fait, je veux juste savoir, est-ce que tu avais un dernier mot pour que les gens puissent se souvenir ou quelque chose de super important au niveau de la rémunération des assurances salaires que les gens veulent? Tu sais, une dernière note, un dernier mot de la fin. Un dernier mot de la fin, peut-être. Mon mot de la fin, c'est communication. Formation. Super. Assurance invalidité de longue durée. C'est ça, invalidité. Exactement. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais. J'ai été entendue dire que c'était très transactionnel encore. Je trouve ça très triste que ce soit encore transactionnel. Je pense que matière, vous l'avez dit, là, on a parlé de ce sujet-là, mais ça nous a amené sur plein de branches parce que c'est un filet de sécurité qui nous suit toute notre carrière. Donc, faut rendre ça intéressant pour nos équipes. Absolument. C'est des avantages sociaux, là. C'est pas supposé d'être... Non, exact. C'est un ajout, finalement, aussi au c'est ça, j'allais dire au bien-être des employés, mais tu sais, c'est pas concret. Fait que c'est sûr que les gens le voient pas comme ça, mais reste que... Ouais, c'est ça, exact. Merci. OK. Fait que dans le fond, les jeux meilleurs, c'est des jeux c'est des jeux québécois team building, exemple. Des jeux de discussion. Ouais. Puis, comme j'ai mentionné, c'est pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. Fait que ça sort du sujet. Là, tu peux choisir une question. Et y répondre. Ouais. La question. Quel est ton petit bonheur quotidien? Quel est un de tes petits bonheurs quotidiens?
Mon plus grand bonheur. Ouais. Faut pas que ça me rende émotive. Je savais que tu allais dire ça. J'étais comme tes enfants. Je savais. Non, mon petit bonheur, on est une famille qui aime beaucoup le vélo. Donc, c'est j'ai le porté fun. mes enfants à vélo avec mon conjoint. J'ai les petits yeux. Les petits yeux pleins d'eau. Mais on aime Donc, ça. aller-retour, voyons, si, poplette. Donc, d'avoir cette liberté-là, d'aller porter mes enfants le matin, aller les chercher en vélo le soir, c'est mon petit bonheur. À l'école, ça? Les camps, l'école. C'est donc le fun! On est dans la saison du vélo, là, donc... d'en profiter au maximum, puis c'est des... Comme tu dis, c'est pas grand-chose, mais ça crée quand même ça va créer des souvenirs, puis ça crée une petite routine familiale aussi quand même. Puis nous, on s'active le matin juste à prendre le vélo puis se rendre à l'école, qui est un 10-15 minutes. C'est ça. C'est un moment où on s'active, puis on arrive pour travailler, puis on a comme déjà bougé, on est déjà dans une bonne vibe. Oui, donc, voilà. Puis c'est un petit moment que tu passes justement avec tes enfants, même si c'est pas... on va dire entre guillemets grand-chose, dans le sens que c'est pas un long moment, mais reste que c'est un moment qui est... C'est un doux moment. Oui, puis qui est quotidien, fait que c'est quelque chose c'est un rendez-vous matinal. Exact. C'est vraiment beau. C'est ça, mon petit moment. Mais ça t'est monté plus facilement parce que tu fais ton journal de gratitude. C'est ça, je le savais. C'est clairement dans mon top 3. C'est ça, tu vas le noter aujourd'hui, je pense, parce que... mais merci tellement pour aujourd'hui, c'était super pertinent, puis je pense que les gens ils en ont sûrement peut-être appris comme nous aujourd'hui. J'espère, puis justement, je pense que mais je trouve ça super le fun parce que c'est un sujet que je pense que instinctivement, moi puis Ève, on n'aurait peut-être pas pensé à aller là, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être parlé, qui vaut la peine d'être démystifié un peu plus. Puis justement, comme tu l'as mentionné, c'est pas juste le service de comptabilité ou des finances qui s'en occupe, il y a aussi les ressources humaines, fait que ça touche l'humain. Exactement. C'est des avantages pour les humains, puis c'est une façon de prendre soin de notre équipe. Absolument. C'est ça. C'est important de prendre soin de notre équipe dans un contexte où tout va vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Tout ce qu'on peut faire pour prendre soin des gens, je pense qu'il faut être proactif là-dedans. Humaniser le monde du travail. Oui, humaniser le monde du travail. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.